99.5 Montréal. Voici le moment de parler géopolitique avec notre collaborateur Philippe Labrec. Bonsoir, Monsieur Labrec. Bonsoir. On parle de la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite la semaine dernière. Oui, exactement. C'est le deuxième grand voyage de Trump en Arabie Saoudite. Le premier avait pris place lors de sa première administration, 2016-2020. Rappelons qu'à l'époque, pour mettre un peu en contexte historique, je devrais dire, la victoire de 2016 de Trump et son voyage séquent en Arabie Saoudite avaient inversé la politique d'Obama qui s'était rapproché de l'Iran, qui est l'ennemi juré, si on peut dire, de l'Arabie Saoudite. Et ce revirement vers l'Iran, en faveur de l'Iran sous Obama, avait été aussi, lui, un inversement de la politique américaine dans la région. Les États-Unis ont toujours été très proches de l'Arabie Saoudite, notamment pour les raisons qui sont liées au pétrole, on le sait. Et Obama avait réorienté la politique vers l'Iran, avait tenté un rapprochement vers l'Iran, qui était auparavant non seulement l'ennemi, si on peut dire juré, comme j'ai dit, de l'Arabie Saoudite, mais des États-Unis aussi. Ce qui n'avait pas plu du tout en Arabie Saoudite, mais Trump, après 2016, avait mené sa grande politique du Moyen-Orient en tentant de renouer les liens existants avec l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Et il avait été reçu, j'ai envie de dire, comme un roi, là, si je peux faire un jeu de mots, en Arabie Saoudite, qui est un royaume, on s'entend, une théocratie, une monarchie. Maintenant, là, il est de retour en passant par l'Arabie Saoudite. Il est allé voir aussi les monarchies du Golfe pour réaffirmer la politique américaine en ce qui a trait à leurs grands alliés dans la région et réaffirmer que non seulement l'Iran reste l'ennemi, du moins l'adversaire dans la région, mais réaffirmer la relation commerciale importante et diplomatique et militaire avec l'Arabie Saoudite, qui est principalement armée par les États-Unis. Rappelons-le, l'armée saoudienne qui est importante et tout l'équipement militaire est à peu près américain. Pour réaffirmer tout ça dans le contexte où, en 2023-2024, l'Arabie Saoudite, pour la première fois en à peu près 50 ans, avait ouvert la porte à l'achat de pétrole en d'autres devises que de dollar américain, principalement le yen, le yuan et l'euro. Ce qui était quand même un changement géopolitique important, parce qu'avant, on parlait de ce qu'on appelait le système du pétrodollar. Donc, les États-Unis fournissaient la défense ou assuraient la défense de l'Arabie Saoudite et en échange, l'Arabie Saoudite ne vendait son pétrole qu'en dollars américains, ce qui solidifiait la place de l'or américain comme la devise stratégique, la devise de réserve mondialement. Et là, c'est la première fois en 50 ans, même un peu plus, là, que ceci semblait changer. Donc, le voyage de Trump au début de sa nouvelle présidence rentre dans tout ce contexte-là. Il a tenu des propos très durs, très affirmés, très assumés face à l'Iran, hein? Il a réaffirmé la position traditionnelle américaine en ce qui a trait à l'Iran, dans le sens que les États-Unis ne permettront pas exactement qu'est-ce que ça veut dire après, ça reste à voir, là, mais ne permettront pas à l'Iran de développer son programme d'armement nucléaire. Est-ce que ça veut dire une intervention militaire? Potentiellement. Est-ce que ça veut dire des sanctions pour l'instant? Ça, probablement. Trump a mentionné qu'il y aurait des sanctions sévères si l'Iran n'était pas prête à accepter une nouvelle entente qui imposerait que l'Iran ne développe jamais son programme d'armement nucléaire militaire, mais que son programme nucléaire civil, potentiellement, lui, pourrait être alloué. Donc, les propos ont été durs, surtout qui ont été tenus en Arabie Saoudite. Comme j'ai dit, l'Arabie Saoudite a toujours été en compétition, en concurrence directe avec l'Iran depuis le renversement de 1979, la chute du Shah et l'arrivée des mollahs et du régime islamiste chiite. Rappelons-le, l'Iran est chiite et l'Arabie Saoudite est sunnite. C'est les deux grandes factions, si on peut dire, au sein de l'islam qui ont des tensions qui datent de 1000 ans, un peu plus. Là. Et donc, ces deux régimes se font face. Et c'est pas un hasard, encore une fois, que Trump ait mentionné l'Iran en Arabie Saoudite, tout simplement parce que la famille Saoud voit ses intérêts comme étant menacés par l'Iran. Mais rappelons aussi que l'Iran avait ses tentacules un peu partout au Moyen-Orient, notamment en Syrie sous Assad, au Liban avec le Hezbollah et en Palestine avec le Hamas. Mais là, tout ça s'est écroulé dernièrement. Non seulement le régime d'Assad est tombé, a été remplacé par un régime islamiste sunnite qu'on devine plus proche de l'Arabie Saoudite, pas du tout proche de l'Iran. Donc, tous les réseaux militaires et de renseignement iraniens, on présume ici, ont été à peu près éradiqués en Syrie, ou du moins il en reste très peu. Le Hezbollah au Liban a été, j'ai envie de dire, décapité par Israël, par les services de renseignement israéliens là, qui ont réussi à, du moins, affaiblir très largement les réseaux de renseignement iraniens qui passent par le Hezbollah au Liban. Et bien sûr, la Hamas en Palestine a été décimée par l'attaque israélienne. Donc, les intérêts iraniens dans la région ont chuté, du moins, sont très affaiblis. Les tentacules ont un peu disparu, ont été coupés, si je peux utiliser l'image. Et l'Arabie Saoudite émerge comme étant le leader régional maintenant, parce que ça profite à l'Arabie Saoudite. Donc, les propos de Trump envers l'Iran sont durs, mais les États-Unis ont toujours été très durs avec l'Iran. On se rappellera que sous Bush, il y en a certains qui pensent Bush fils. On pensait que les États-Unis, après avoir envahi l'Irak, envahiraient l'Iran aussi. Ça s'est pas fait. Il y a des raisons stratégiques pour ça. L'Iran est un pays énorme, extrêmement difficile, non seulement à envahir, mais
faudrait maintenir ce pays-là par la suite. Là. Si les États-Unis ont échoué en Irak et en Afghanistan, il ne faut pas penser qu'ils pourraient réussir en Iran. Mais à une certaine époque, ça se discutait ouvertement. Est-ce que les États-Unis devraient intervenir militairement en Iran pour renverser le régime? Je pense que ça se fait plus, là, par contre. Les propos de Trump sont une continuation, mais en même temps, une façon de réaffirmer le support américain à l'Arabie Saoudite dans la région, dans le contexte actuel où l'Iran est très affaibli. Là. Mhm. Et quel est le défi pour Donald Trump à partir de maintenant en Arabie Saoudite? Le défi, c'est de les ramener à la table des accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, avant les attaques du Hamas en octobre 2023, avaient comme objectif de normaliser les relations d'Israël avec la plupart des pays arabes de la région. L'Arabie Saoudite, en premier lieu, mais également les monarchies du Golfe, la Jordanie, le Liban notamment, la Syrie, c'était plus difficile, mais il y a toujours la Syrie aussi. Et les attaques du Hamas contre Israël en octobre 2023 avait un peu tout fait sauter les accords d'Abraham parce que la réponse israélienne, qui a été sanglante, là, si on prend, a déplu énormément à ce qu'on appelle la rue arabe. Ça veut dire le sentiment populaire des différents pays arabes qui sont bien sûr se sentent très proches de la Palestine et des Palestiniens. Et dans le contexte, l'Arabie saoudite, la famille royale, les Saouds, ne pouvaient pas simplement continuer cette normalisation avec les relations diplomatiques avec Israël parce que c'était extrêmement impopulaire au sein du monde arabe. Et l'Arabie saoudite, je crois, aspire à devenir non seulement le leader économique, ce qu'ils sont déjà quand même largement là, du monde arabe, mais le leader moral aussi, l'espèce de grand défenseur du monde arabo-musulman. Et c'était pas logique de se rapprocher d'Israël au moment où Israël était un sommet en termes de détestation par la rue arabe. Donc, l'Arabie saoudite s'est sortie eux-mêmes de ces négociations. Maintenant qu'avec un peu de chance, les choses vont se calmer en ce qui a trait à la Palestine, là, c'est très relatif, c'est se calmer, on s'entend, mais du moins s'apaiser, je devrais dire. Est-ce que l'Arabie saoudite, ce qui est le souhait de Trump, revienne à la table des négociations et qu'on signe ces accords d'Abraham pour faire court ici, créer une paix durable au Moyen-Orient et reconnaître finalement, pour que les États arabes non seulement reconnaissent Israël comme un État, ce qui veut dire que sa pérennité serait diplomatiquement assurée, ce qui veut dire qu'il n'y aurait plus de menaces, j'ai envie de dire, existentielles qui plomberaient sur Israël de la part des pays arabes, là, même si, pratiquement parlant, depuis les années 70, il n'y a plus de menaces directes sur Israël d'une invasion de plusieurs pays arabes, comme il y a eu dans les années 60 et 70, début 70. Ouais. L'objectif, c'est un peu de normaliser tout ça et de créer une paix durable qui mènerait, on espère, du moins du point de vue de Trump et des États-Unis, à une prospérité économique, elle aussi durable, ce qui, à court ou moyen terme, rendrait le Moyen-Orient, on va dire, prospère, tout simplement. Est-ce que cette volonté de Donald Trump pourrait se traduire par identifier l'Arabie saoudite comme le leader régional de toutes les tensions et du commerce aussi? Je pense que c'est ce qu'il vient de faire. Quand on lit entre les lignes, c'est que Trump a dénoncé lui-même l'interventionnisme américain des néoconservateurs de l'époque. On se rappelle, j'ai mentionné Bush fils, il y avait Dick Cheney à l'époque, le vice-président, il y avait Donald Rumsfeld aussi, secrétaire à la Défense, qui était ce qu'on appelle des néoconservateurs, qui avaient adopté l'idée ou l'idéologie, là, dites-le comme vous voulez, qu'en renversant les régimes autoritaires, la démocratie naîtrait des cendres de ces régimes naturellement. Ouais. Et là, que soudainement, la démocratie se répandrait un peu partout au Moyen-Orient et qu'on se retrouverait dans une espèce de havre de démocratie, de libéralisme et de prospérité économique. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. On se rappellera que l'échec en Irak a mené directement à la création de l'État islamique, qui a mené par la suite, on avait les printemps arabes, qui avaient été quand même en partie manipulés par les services de renseignement occidentaux. On avait un peu créé tout ça. Là. En partie, c'était naturel, je veux dire, ça venait des gens eux-mêmes, mais en partie, on sait maintenant que les services de renseignement occidentaux, notamment américains, avaient mis un peu d'huile sur le feu pour mener cette rébellion populaire qui avait renversé les régimes libyens, égyptiens. En Syrie, ça avait lancé la guerre civile aussi. Donc, tout ça avait été un peu manipulé de l'Occident et ça a amené à un désastre au final. Hein. Les islamistes ont pris le pouvoir c'était Morsi, je crois, en Égypte. La Libye, ça se transforme en guerre civile sanglante, ce qui fait que les armes de Kadhafi, qui était le dictateur libyen, se retrouvaient un peu partout dans le Sahel, ce qui a mené à des conflits régionaux un peu partout et donc encore plus de sang. Ouais. La Syrie qui est tombée, qui s'est transformée en guerre civile sanglante, interreligieuse en plus. On mélange l'État islamique à tout ça. Là, maintenant, Assad est tombé. Qu'est-ce qu'on a à la tête de la Syrie? Un islamiste convaincu. Ouais. Et l'Irak, à toute fin pratique, et non seulement été en guerre civile longtemps,
On se rend compte que l'Iran, les tentacules iraniennes ont remplacé l'occupation américaine, ce qui n'était pas du tout dans l'intérêt américain. Donc, c'est un échec sur toute la ligne. Donc, quand Trump va en Arabie Saoudite, il leur dit c'est fini l'interventionnisme américain et c'est à vous de décider comment et pourquoi et de quelle façon vous allez assurer la prospérité, peu importe le système politique que vous utilisez. En fait, il leur donne le bâton, il leur dit à partir de maintenant, on va être des partenaires commerciaux à part égale, et Ouais. militaires, bien sûr, mais c'est à vous de décider comment faire les choses. C'est plus à nous de venir ici et vous dire quel genre de régime politique vous allez avoir. Et en faisant ça, ce qu'il dit à l'Arabie Saoudite, c'est que vous êtes la puissance économique et militaire de la région. On a réussi à sortir l'Iran, donc maintenant, c'est à vous d'assumer le leadership de toute la région. Et donc, c'est ce qu'on veut, d'une certaine façon. Les Américains, je crois, surtout sous Trump, sont très contents de passer le bâton à l'Arabie Saoudite et de se retirer un peu parce que, euh, en grande partie à cause des échecs que j'ai mentionnés et parce que c'est Ouais. un casse-tête ou un mot de tête interminable à essayer de gérer la relation entre les pays et les différentes Ouais. factions dans cette région du monde, là. Vous nous avez habitués, Philippe Labrec, à regarder l'échiquier international et la géopolitique en regardant aussi les coups, si on compare ça à un jeu d'échecs, les prochains coups qui sont réfléchis par les différents acteurs en désignant l'Arabie saoudite comme le leader régional, en ayant cette caution morale des États-Unis. Qu'est-ce que Donald Trump tente de faire? J'imagine qu'il y a quelques coups d'échecs qu'il prévoit déjà dans son jeu. Le premier est celui de s'assurer que l'influence chinoise ne croît pas plus qu'il l'a déjà cru dans les dernières années au Moyen-Orient. La Chine s'est rapprochée de l'Arabie Saoudite parce qu'elle aussi a bien sûr réalisé que l'Arabie Saoudite était devenue un leader régional. Ceci dit, la Chine est proche de l'Iran. Ce n'est que par l'entremise de la Russie, qui est très proche de l'Iran, elle. Et donc, pour la famille Saoud, la Chine est un allié ambigu, ou du moins un Hmm. partenaire commercial, je vais dire ambigu, parce que la Chine, tôt ou tard, devra choisir, si je peux dire, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. À moins, bien sûr, qu'il y ait une grande entente entre l'Arabie Saoudite, les États-Unis et l'Iran pour un accord qui stabiliserait, je peux dire, les relations, là, qui sait. Mais si les États-Unis réussissent à prendre le leadership dans cet accord, ben, d'une façon, c'est un peu comme si les États-Unis assoyaient leur influence aussi au Moyen-Orient, donc réussiraient à minimiser l'influence chinoise. Donc, je crois que Trump, dans cette lignée, tente de s'assurer que le Moyen-Orient reste, ce qu'il a été depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou à peu près, là, dans le giron de l'influence américaine, très fermement dans le giron de l'influence américaine. Et il voit la famille Saoud et l'Arabie Saoudite comme étant son entremetteur, si je peux dire, dans la région pour assurer justement les intérêts américains et du même coup s'assurer que les intérêts chinois, eux, restent minimes. Parce que ça reste une région stratégique, une région clé à maîtriser dans le monde entier. Ce n'est que pour le pétrole, mais pas que, bien sûr. On sait que les conflits au Moyen-Orient ont tendance à se déverser un peu partout dans le monde. Donc, personne n'a intérêt à ce que le Moyen-Orient s'embrase et devienne une espèce de boulet, si on peut dire, à la prospérité mondiale, prospérité globale. Donc, l'intervention de Trump à Riyad doit, à mon avis, du moins partiellement, être compris dans ce contexte. Quels sont les prochains éléments que vous allez surveiller par rapport à cette dynamique? Ah, bonne question. J'aimerais voir, il faudra se poser la question à savoir qu'est-ce qui va arriver avec le dollar, ce qu'on appelle le système du pétrodollar. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'Arabie Saoudite a ouvert la porte en 2024 à quelques devises supplémentaires et on n'a pas eu l'avalanche qu'on croyait avoir dans le sens où le dollar américain aurait chuté parce que bien sûr, quand le pétrole ne pouvait être acheté qu'en dollars américains, ça maintenait le dollar américain à un niveau très élevé et on aurait pu croire que maintenant que les Européens, les Chinois, les Japonais puissent acheter du pétrole avec leur propre devise, le dollar américain a baissé, ça n'a pas été du tout le cas, au contraire, il a continué à monter. Donc, on se rend compte que le système du pétrodollar est encore toujours important, mais peut-être pas autant qu'on le pensait. Il faudra voir si l'Arabie Saoudite, maintenant, Mohamed Ben Salman, le prince héritier, est très proche de Trump. Donc, dans les 4 prochaines années, j'ai pas l'impression que l'Arabie Saoudite va faire quoi que ce soit pour nuire aux États-Unis ou au dollar américain. Ce qui veut dire que je pense pas on ait plus d'ouverture, je dis ouverture, là, mais d'options en ce qui a trait au d'achat du pétrole avec des devises autres que le dollar, le yen, le won et l'euro. Et on s'est rendu compte que en 2024, toutes les transactions hors dollar américain, là, dans les devises que je viens de mentionner en pétrole, ont été très minimes. Donc, au final, le système financier mondial qui est basé sur le dollar américain se maintient avec ou sans le pétrodollar. Mais il faudra voir à quel point ça va tenir, à quel point les Russes vont commencer à essayer de vendre leur propre pétrole, pas essayer, mais ils le font déjà, là, dans différentes devises, à quel point ça va impacter non seulement le prix du pétrole, qui a chuté quand même là, assez de façon significative. Je crois qu'il était autour de 80 dollars ou à peu près l'an Mhm. dernier ou le 18 mois. C'est à peu Oui. près à 60 dollars le baril en ce moment. Ça, c'est principalement parce que les Saoudiens, si vous voulez, je dis les Saouds comme la famille Saoud, là, ont décidé d'augmenter la production de pétrole de façon significative pour faire baisser le prix,
ce qui était, en lisant entre les lignes, un espèce de cadeau à Trump, parce que les politiques commerciales de Trump étant largement inflationnistes, en abaissant le prix du pétrole, on combat l'inflation en même temps. Donc, certains ont lu entre les lignes que l'Arabie Saoudite et Mohamed Ben Salman envoyaient une carte d'invitation à Trump en disant voilà, voici un cadeau, à vous de venir nous voir par la suite, nous offrir votre propre cadeau, ce qui est un peu ce que Trump vient de faire, je crois. Donc, dans les prochaines années, je crois que principalement, il faudra voir où Israël va se placer dans la région. Trump n'est pas passé par Israël, hein, et pourtant, c'est pas très loin de l'Arabie Saoudite, surtout en avion. Là. Ben oui. C'est juste à côté, il a choisi de pas y aller. Donc, c'est un peu une façon de dire à Netanyahou il est temps que tu arrêtes. Il est temps de faire quelque chose. Il est temps de trouver une entente durable. Et tant aussi longtemps que Netanyahou et Israël continuent son opération à Gaza et continuent, embrasser la rue arabe, comme j'ai dit, il n'y aura pas d'entente possible. Et donc, Trump, en ignorant Israël lors de ce voyage au Moyen-Orient, envoie un signal. Donc, il y aura ça aussi à voir, à quel point est-ce que Netanyahou et peut-être notre prochain gouvernement israélien, là, si Netanyahou ne dure pas, admettons, ce qui est quand même très possible, vont vouloir mettre fin à leur Ouais. opération à Gaza, sous l'égide américaine peut-être ou pas. Mhm. Et par la suite, quel genre d'entente possible il pourrait y avoir dans la région pour une paix durable. Ce qui est, dans les 4 prochaines années, j'ai envie de dire peu probable, mais je crois qu'on est beaucoup plus proche que l'on l'a été depuis longtemps. Là. Mais je pense qu'Israël reste cette espèce de variable incontrôlable qui pourrait tout faire échouer ou tout faire réussir en même temps. Mais donc les pièces sont dans le bon ordre, sont alignées de la bonne façon pour qu'on puisse atteindre une espèce de situation stabilisée qui pourrait mener à une prospérité. Mais tout ça, par contre, là, je dirais en conclusion, en acceptant qu'en gros, ce qu'on appelle l'islamisme maintienne une influence incroyable dans la région. Parce qu'en normalisant la Syrie, ce que Trump a fait aussi en levant toutes les sanctions contre la Syrie, je ne l'avais pas mentionné avant, Ouais. en gros, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a fait là, dans les faits, c'est qu'il a normalisé des relations avec un État qui est ouvertement islamiste. Le régime syrien, j'ai oublié le nom du président qui a pris le pouvoir, là, intérimaire. Oui, Ahmed al-Shara, mieux connu sous le nom de Al-Joulani. Mais c'est pas du tout un régime, on va dire, moderne, laïque, dont on espérait qu'elle allait mener à la démocratie. Là. Donc, à toute fin pratique, on dit à l'Arabie Saoudite, c'est à vous de les gérer maintenant, en autant que ça reste stable. Donc, il reste à voir si ça va être faisable, si l'Arabie Saoudite va maintenir son leadership ou si l'Iran va réussir à replanter certaines graines dans la région et reprendre de l'influence dans cette concurrence qu'ils ont presque éternelle avec l'Arabie Saoudite. Monsieur Philippe Labrec, je vous remercie infiniment. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent vous écouter sur votre podcast Idées en évolution. On écrit Idées au pluriel et on peut vous lire régulièrement aussi dans le magazine Les Affaires. Merci beaucoup.